Bonsoir à toutes et à tous. Le roman La promesse de Marie Delattre est sorti en 2023. Et en 2023, nous l'avons lu tous, ou en tout cas beaucoup parmi vous, j'imagine, et parmi nous aussi dans l'équipe du musée, avec beaucoup d'émotions et d'intérêt. Mais malheureusement, les lois du calendrier, de la programmation, ne nous ont pas permis d'organiser un événement à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on est tout particulièrement heureux de pouvoir inviter Marie Delattre ce soir pour nous parler de son roman, à l'occasion de la publication du roman graphique, donc adapté de ce roman graphique publié par la Cité Graphique et illustré par Julia Freund, qui est avec nous ce soir. Donc merci beaucoup aussi Julia Freund d'être là. Et je tiens également à remercier Yael Hirsch, qui est journaliste, qui est fondatrice de Culte.news et rédactrice en chef de Schéma. Juste quelques mots, je ne vous raconte pas le roman, mais il est question d'Esma Coogan, de Frida Coogan, de Madeleine et Pierre Delattre. Et je voulais simplement vous dire que nous avons ici, hommage, dans nos collections, une œuvre d'Esma Coogan qui s'intitule Le pont à Melun. Donc c'est aussi un lien entre l'histoire du mage et ce livre. Donc on est d'autant plus heureux d'en parler tous ensemble ce soir. Le déroulé de la soirée, donc évidemment une conversation entre nos trois invités. Nous vous montrerons plusieurs planches de ce nouveau roman graphique qui vient de paraître. Et ensuite, vous aurez la parole et vous pourrez rencontrer donc Marie Delattre et Julia Freund à la librairie pour la signature de leur livre. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci. Merci beaucoup, Sophie. Bonsoir et enchantée de pouvoir vous poser des questions sur ce très beau livre. Ça va être très difficile parce que la promesse recouvre aussi un espèce de secret ou un nœud dans le livre. Donc on va essayer de repousser en tout cas le plus loin possible que vous en parliez. Mais j'avais tout simplement envie de vous poser d'abord la question simple de votre rencontre toutes les deux. À quel moment est né le projet de mettre en image ce roman qui a eu énormément de succès et qui a touché beaucoup de gens? Alors, c'était pas notre idée, c'était l'idée de mon éditrice qui est là-bas, voilà, et qui l'a lu sur épreuve et qui tout de suite a dit, en fait, ça ferait un formidable roman graphique. Donc, on a commencé comme ça. Et à ce moment-là, moi, j'ai eu envie de travailler sur le scénario parce que j'avais pas envie j'étais encore trop dans ce roman, j'avais pas envie de le laisser à quelqu'un d'autre, enfin voilà. Et donc, par contre, j'étais incapable de le faire toute seule, donc j'ai fait appel à un ami d'enfance, Nicolas Beuys, qui n'est pas là ce soir, mais qui co-signe avec nous pour faire le scénario, pour m'aider pour le scénario. Et Julia, on a fait nos études ensemble, nos études de graphisme. Et donc, je me souvenais très bien de son dessin, de la poésie de son dessin, de sa mélancolie. Et donc, je me suis dit, elle serait parfaite pour ce roman graphique. Et donc, je l'ai contactée comme ça. Et puis, les planètes se sont alignées. Elle était disponible. Vous aviez lu le roman, j'imagine? Oui, je l'avais lu à l'époque quand Marie me contactait pour le roman graphique. Je l'avais lu en 2 jours. Et puis, je trouvais ça magnifique et en même temps d'une tristesse absolue. Et j'avais très envie de travailler dessus et je suis très contente que ça ait marché. Alors, j'ai dit que je repousserais un petit peu le mystère, mais il y a quand même 2 grands-mères cachées dans le sable. Des grands-mères qui vous ont donné votre prénom et en fait, vous portez un peu la promesse ou l'histoire en vous dans ces prénoms. Est-ce que vous voulez en parler ? En fait, c'est le début du roman. J'ai écrit que j'ai 3 prénoms. J'ai 3 prénoms, Marie, Madeleine et Frida, et que ces prénoms racontent la totalité de mon histoire paternelle, parce que Marie est un prénom extrêmement commun qui a été donné et qui est toujours donné à des millions de petites filles. Donc, il raconte pas grand-chose, il dissimule beaucoup. Et derrière, il y a eu Madeleine, qui a été la mère adoptive de mon père, et puis Frida, qui a été sa mère biologique et qui aussi révèle un peu des origines
pas française en tout cas. Et j'en viens au roman graphique et au personnage de Kogan, qui est donc dans les collections du musée avec ce pont. Est-ce que vous voulez raconter un peu comment il est arrivé et dans quel milieu il a évolué, et quand est-ce que vous l'avez rencontré aussi? Quand est-ce que vous avez découvert que ce grand-père peintre existait? Alors, j'ai découvert qu'il existait, je pense, vers... j'essaie de me souvenir à quel âge mon père a eu les premiers tableaux de Kogan chez nous, parce qu'il n'y a eu des tableaux de Kogan qu'après la mort de Pierre et Madeleine. Avant, c'était eux qui les avaient. Donc, je pense que je les ai vus depuis toute petite. Simplement, j'ai compris que c'était des tableaux de mon grand-père vers 13-14 ans. Pas avant. Et puis j'en faisais pas grand cas d'ailleurs. Enfin, il y avait énormément de tableaux chez nous, donc c'était pas voilà, j'ai pas fait très attention à ça. C'était plus en vieillissant. Et alors le parcours de Kogan, il était donc ukrainien, qui venait d'un petit milieu avec un père ébéniste. Il avait 9 frères et sœurs, enfin ils étaient 9 enfants. Et donc lui, très vite, il a voulu devenir peintre. Et là, il y a eu la révolution russe avec la révolution de 17. Et donc là, il a fui la Russie et l'Ukraine, et il est allé à Berlin, voilà, où il a rencontré ma grand-mère. Et puis, à partir de ce moment-là, ils ont décidé de gagner la France. Donc, il y a plein de légendes qui disent qu'éventuellement, il serait venu à pied. Enfin, bon, voilà. Mais ça, je ne l'ai pas vérifié, donc je peux pas savoir. Et puis, voilà, ils sont arrivés en France dans le milieu des années 20. Et ils se sont établis là, mariés. Et comme mon grand-père était tuberculeux, ils ont ouvert une pension de famille près de Fontainebleau. Donc, ça a pas mal réduire aussi sa production. Enfin, ça, Est-ce qu'ils ont fait un peu partie de l'école? Enfin, il a fait un peu partie de l'école de Oui, il a fait partie de l'école de Paris. Il était représenté par une galerie qui était rue de Seine, qui était la galerie Zac, qui avait, de ce que j'ai lu, pignon sur rue à l'époque, et qui a fermé au milieu de la guerre parce que sa propriétaire était juive et qu'elle a été déportée. Et donc à ce moment-là, je pense qu'il y a beaucoup de tableaux de Kogan qui ont dû disparaître à ce moment-là. Et puis, voilà. Du coup, Julia, j'ai quand même une question pour vous. Et je vais montrer d'ailleurs peut-être votre arrière-grand-père aussi. Il y a quelque chose parfois de très simple ou naïf dans le dessin. Est-ce que enfin pas toujours, hein, mais dans certaines planches, est-ce que vous avez vu beaucoup de Kogan pour commencer à dessiner? Pas du tout. Vous les avez imaginés? Comment est-ce que on peint un peintre qui réapparaît, qui a disparu et qui réapparaît? J'avais vu quelques tableaux chez Marie et à Port-Blanc, chez ton frère. Et j'avais fait des recherches sur Internet et je crois que j'avais vu justement le pont qu'il y a ici, qui s'est vendu à une époque. Je ne sais pas si c'est le même tableau, mais j'avais trouvé quelques tableaux de Kogan et je les ai regardés. Et bien sûr que c'est pas évident de travailler en tant que dessinatrice ou avec la mémoire de quelqu'un qui était peintre. Et du coup, j'ai réfléchi à comment mon style pourrait rencontrer celui de Kogan. Par contre, la restriction d'un roman graphique avec des planches qui sont des planches bande dessinée, ça restreint assez. Je ne pouvais pas faire quelque chose de aussi détendu que comme ton grand-père avait fait parfois. Il fallait que ce soit plus en retenue, plus précis dans les toutes petites vignettes. Donc finalement, je me suis positionnée comme ça, avec des couleurs en douceur, parce que c'est une famille... c'est une histoire de famille et les secrets sont quand même en douceur, je trouve. Ça, c'est pas quelque chose qui se révèle avec un éclat ou avec des mots très forts ou avec des couleurs très fortes pour moi. Marie, c'est le papa de votre père, n'est-ce pas? Sa tombe joue un rôle important pour vous, comment vous avez compris votre propre histoire? Est-ce que vous voulez en parler un peu? C'est le grand-père de mon père. Et alors la famille
maternelle de mon père est arrivée en France, je pense à peu près au même moment que Frida et Kogan. Enfin, Frida ma grand-mère maternelle les a fait venir très vite. Et donc, ils sont tous installés au Vaudoué, dans la pension de famille. Et puis, Mocha, mon arrière-grand-père, il avait dû connaître beaucoup de sévices ou d'antisémitisme en Lituanie. Et donc, arrivé en France, il s'est dit, ça va être l'endroit où je vais terminer ma vie paisiblement avec ma famille. Et en fait, après Octobre 40 et les premières lois anti-juives, il s'est dit, et le recensement des juifs, il a compris. Enfin, il s'est dit, ça va recommencer. Et donc, il a préféré mettre fin à ses jours. Et donc, lui, il est enterré au cimetière du Vaudoué. Il y a un tout petit carré juif et il y a 4-5 tombes parce que c'est un tout petit cimetière et il y a sa tombe. Et donc, mon père nous a emmenés là quand j'étais adolescente, après m'avoir parlé de son histoire de famille, enfin en tout cas de la déportation de ses parents et du fait qu'ils étaient juifs. Et cette tombe a effectivement une histoire très importante pour moi, parce que sur le moment, quand mon père me l'a montré, j'ai pas compris du tout que c'était la tombe de mon arrière-grand-père, et j'ai cru que c'était la tombe de ses parents, qui par définition sont morts en déportation, n'ont pas eu de tombe. Et donc ça a été une explosion de colère pour mon père extrêmement importante. Donc effectivement, elle m'a marquée. Mais Julia, il y a aussi infiniment de douceur dans ses souvenirs, plein de choses presque, d'images presque enfantines. Oui, ce qui est certainement lié au fait que le papa de Marie avait 8 ans au moment de la déportation de ses parents. Donc il était un tout petit garçon, et les petits garçons à 8 ans, ils sont très très forts et ils sont déjà grands, mais en même temps c'est tout fragile. Il faut juste qu'il y a un petit truc qui se passe mal, ils sont en larmes malgré le fait qu'ils sont déjà très très âgés. Et je trouvais rendre une certaine douceur, commençons autrement. Je suis désolée, je ne suis pas française. Parfois, j'ai du mal à m'exprimer. Je trouve que les familles, ou la vie des familles de l'époque, c'était des vies normales. Il y avait de la douceur, il y avait parfois peut-être des colères, des petites colères. C'était juste une vie normale. Et je ne voulais pas faire créer une autre histoire pleine de colère et pleine de sensations. Sensations, non, de fureur. C'est si facile de raconter ces histoires-là en fureur ou en colère, et je trouve que ça fait pas justesse à l'histoire que tu as racontée et à la façon dont tu l'as racontée. Merci. Je vais passer quelques images qui montrent un petit peu, parce qu'on a évoqué pas mal de lieux déjà en fait, entre le Montparnasse, les différents lieux de Paris à différents moments de la vie de la famille de Marie et de Marie elle-même. La pension que tenait Frida. Voilà. Et puis, évidemment, le moment où il faut quitter Paris, où c'est dangereux. Donc, le livre est assez riche de ça, de différents lieux. Comment ça se passe pour vous, ces différents lieux qui articulent pas mal et le roman, et d'ailleurs et le roman graphique quels sont les différents lieux importants pour vous, des lieux d'enfance qui sont les vôtres, des lieux d'enfance qui sont ceux de votre père, des lieux où votre famille est passée? Comment est-ce que vous articulez les lieux comme ça? En fait, les lieux étaient effectivement très importants quand j'ai écrit, parce que c'était aussi mes balades dans Paris. Enfin, je me suis toujours beaucoup promenée dans Paris, et ça accompagnait ma rêverie ou mon questionnement sur qui ils avaient pu être, où ils avaient pu vivre, voilà. Et en fait, voilà, c'est-à-dire que je pars souvent dans le roman, mais dans le roman graphique aussi, on le voit bien, c'est-à-dire qu'on part d'un lieu, et c'est un lieu qui amène à un souvenir, et donc en gros, il y a deux grandes
deux grands axes, je dirais. Il y a le 6e arrondissement, qui a été à la fois le 6e et le 5e arrondissement, qui a été à la fois mon quartier d'enfance et à la fois Montparnasse et donc le quartier où Frida et Kogan et toute l'école de Paris se retrouvaient. Donc il y avait ça avec l'académie où peignait mon grand-père, qui était tout près de l'école où j'allais. Enfin voilà, c'était des lieux comme ça qui se répondent. Et puis il y a le 9e arrondissement où ils ont été cachés, où ils ont été arrêtés et où je vis. Voilà. D'accord, ça je ne savais pas. Et il y a aussi la pension. Il y a la pension, bien sûr, il y a la pension de famille du Vaudoué, mais ça, c'est un lieu qui fait partie de l'histoire, dans lequel je suis allée plusieurs fois, etc. On a eu la chance de pouvoir visiter la maison, qui a assez peu changé, et paraît-il, enfin, voilà. Mais c'est pas du tout un lieu d'enfance, ni un lieu de... Voilà, ça, la pension de famille a été vendue par Pierre Delatte tout de suite, assez vite. Alors, en revanche, il y a un lieu d'enfance qui est très important, qui est un peu le lieu où les choses maturent, où en tout cas vous vous retrouvez vous, vraiment vous, qui est Port-Blanc. Ah oui, puis bien sûr, il y a Port-Blanc. Alors, Port-Blanc, c'est aussi parce que ça faisait... En fait, par rapport au roman, ce qui était difficile dans le roman graphique, c'était aussi... une volonté de Frédéric qui me répétait toujours, mon éditrice, qui me disait toujours, en fait, il faut pas que ce soit une redite du bouquin. Il faut qu'on apprenne aussi des choses différentes, il faut qu'il y ait un axe différent, il faut qu'il y ait un axe de narration différent. Et donc, avec Nicolas, on s'est demandé, en fait, comment raconter cette histoire sans que ce soit raconté de la même manière que dans le livre. Et donc, comme nous, on se connaît de l'enfance, on se connaît de la Bretagne, on s'est dit, et que la Bretagne est effectivement un lieu très apaisant où on se retrouve l'été pour les vacances, pour la joie, en fait. On a mis Port-Blanc comme ça au centre du roman graphique et ça rythme. En fait, c'est des moments d'apaisement. Il y a des doubles pages que Julia a composées qui sont comme ça des descentes après des moments d'accalmie. Julia, comment vous avez cartographié comme ça un petit peu l'histoire de la famille? Est-ce que vous en avez parlé ensemble? Est-ce que c'était dans le plan? Bien sûr qu'on en a parlé. Je suis venue il y a 1 an à Paris rendre visite ou visiter les lieux où les grands-parents de Marie avaient vécu et aussi la rue d'où ils avaient été déportés. Puis c'est toujours en communication avec Marie et avec Nico que le plan de cette histoire s'est déplié en grand. Ça s'est fait presque tout seul, je trouve. Oui, on a vraiment l'impression d'un plan qui se déplie, en effet. Ça a été vraiment ça, mais ça a été une collaboration extrêmement fluide. Hein. On s'est vraiment apporté énormément dans la construction. On a vraiment travaillé à 3, donc ça a été... Voilà. Alors, oui, et parfois certaines cartographies sont un peu plus différentes, enfin plus, est-ce qu'on peut dire expressionnistes? Je ne sais pas si vous voulez en parler, mais voilà, là on est dans les planques de Jacques à Paris. Je voulais aussi montrer, même s'il y a beaucoup de douceur, il y a des planches plus noires. Je sais pas. Oui, je trouve qu'il y a des moments où la douceur ne suffit plus pour raconter cette histoire qui est quand même une histoire de déportation et de la destruction, de la décomposition d'une famille. Et il y a des moments terribles où j'ai aucune image à apporter, où il y a juste des pages blanches ou noires, parce qu'on ne peut pas ajouter un dessin plus de tristesse à cette histoire-là. Et il y a aussi des planches comme ça que j'ai voulu plus violente, si vous voulez, parce qu'un enfant de 8 ans qui est trimballé d'un lieu à l'autre, d'une personne à l'autre, qui ne connaissait pas forcément, c'est d'une violence extraordinaire pour un petit enfant. Et aussi les moments de colère du papa de Marie, c'est aussi, même quand on a 13-14 ans, c'est quand même des moments de violence qui viennent du secret même, du fait qu'il y a des non-dits et des choses qu'on ne sait pas et qu'on ne peut pas... qu'on ne comprend pas entièrement s'il n'y a pas toute l'histoire qui a été racontée.
Mais dans cette page, elle est intéressante parce que il y a beaucoup de violence et puis il y a comme ça un trait extrêmement... Mais en même temps, il y a quelque chose qui est avec les numéros, comme si ça se rapportait à une... je sais pas, un jeu d'enfant, justement, à quelque chose qu'on pourrait appeler, tiens, on va le chercher sur la carte. Donc c'est très en accord avec ce qu'on a imaginé de ce que pouvait ressentir un enfant. Voilà, c'était à la fois on a essayé de le garder dans quelque chose d'enfantin. Et en même temps, c'est aussi une enquête à partir de documents. Et peut-être je vais poser la question à Julia, comment vous avez travaillé? Enfin, c'est pas si facile d'inclure des documents historiques de personnes qui ont disparu dans des planches graphiques. Comment est-ce que ça s'est fait et qu'est-ce que ça apporte et comment vous avez fondu votre vision à vous, vos images à vous avec ces images qui existent? Ça aussi, ça allait presque tout seul. Marie m'a dit fais ce que tu veux avec les photos. Et donc là, j'avais imaginé que c'était comme un album de famille avec les petites photos qui avaient encore des dents à l'époque, comme les timbres. Et comme j'avais le droit de dessiner autour et en dessous, au-dessus, c'était assez facile d'intégrer ça dans le dessin, en fait. Et je trouve que c'est très très important qu'il y ait des photos pour qu'on n'oublie pas que c'était vraiment des personnes qui ont vraiment vécu. Et vous, Marie, du coup, ces documents, c'est des choses que vous avez... Elles ont toujours été là ou vous les avez retrouvées, vous les avez numérotées? Enfin, comment s'est passé ce travail de recherche? Elles étaient dans l'enveloppe. Enfin, je veux dire, il y a eu l'enveloppe avec les lettres, puis il y avait toute une partie avec des photos, et donc, il faut se replacer dans le contexte. C'est quand même, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu un matériau comme ça extrêmement dense pour l'époque. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des histoires de famille un peu similaires à la mienne, qui n'ont pas autant de documents, qui n'ont pas autant de photos. Je pense que c'est aussi parce que c'était des artistes et donc probablement... certainement pas les Kogan, mais possiblement Pierre, parce qu'il avait plus de moyens, devait avoir un appareil photo. Donc voilà, comme ça, on a beaucoup de... Donc non, je les ai toujours... je les ai pas toujours connus, puisque j'ai découvert cette histoire... les photos et les lettres à plus de 20 ans. Mais voilà. Je voulais que vous me parliez un petit peu de votre... papa, qui est vraiment évidemment crucial dans le livre. Et là, on a un portrait de lui. En fait, peut-être Julia a plus parlé de ce petit garçon. Est-ce que, toute petite fille, vous l'avez déjà imaginé petit garçon? Est-ce que c'est seulement plus tard? Est-ce que c'est au moment où il vous a parlé? C'est une bonne question. Non, alors enfant, je l'imaginais pas du tout enfant parce que j'étais enfant, donc on n'imagine pas ses parents enfants, ça c'est très net, c'est des dinosaures, donc évidemment pas. Et alors ce tableau, je le connaissais pas, c'est-à-dire que c'est un tableau qu'on a découvert dans la cave du Val-de-Grâce, donc c'était l'appartement dans lequel on vivait avec mes parents et que ma mère a vendu en 2017. Et donc, on devait vider la cave et on a retrouvé des toiles roulées. Il y en avait 2. Et c'était ce tableau-là et un autoportrait de Kogan qui est chez moi aussi. Voilà. Donc, tout de suite, j'ai adoré ce tableau et j'ai voulu le conserver chez moi parce que je trouve qu'effectivement, on sent toute... la fragilité de l'enfance, le fait aussi qu'il soit un peu intimidé, de ce que j'imaginais être sa relation avec son père, parce que c'était un petit garçon qui ne devait pas non plus, à cette période, avoir une relation avec son père extrêmement proche ou en tout cas verbale. Et donc je trouve que dans ce tableau, il y a énormément de tendresse, ça passe par pas grand-chose, par les oreilles décollées, par les mains comme ça, par ses épaules un petit peu voûtées, etc. Il a saisi extrêmement bien toute la vulnérabilité de l'enfance, toute sa timidité. Donc, non. Voilà. Et alors, on sait qu'il ne parlait pas
ou peu de son passé. Mais est-ce qu'il parlait, votre papa? Est-ce qu'il parlait beaucoup? Est-ce que vous aviez des échanges? Est-ce que sur peut-être plein d'autres sujets, tout en ayant ce secret ou ces choses qui ne se disent pas? Ou est-ce qu'il était timide comme ce petit garçon aussi dans la vie? Non, il n'était pas timide. Il n'était pas timide. Il était assez solaire et assez colérique. Entre nous, c'était surtout de la tendresse physique. Voilà, on ne parlait pas beaucoup. Enfin, il parlait d'actualité, il parlait de tout ça. Donc, on avait effectivement des débats à table, voilà. Mais jamais rien de très intime ou de très personnel. Et donc, non, on avait surtout, entre lui et moi, beaucoup de tendresse physique. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote. C'est quand je suis en voiture avec quelqu'un, je suis un vrai boulet parce que je ne parle jamais. Vraiment, je suis totalement mutique. Et ça, c'est hérité de mes balades dans la nuit avec mon père qui m'emmenait visiter, qui m'emmenait faire des tours dans Paris et on ne se parlait pas. Et voilà, on regardait la ville et puis voilà. Donc non, on n'avait pas beaucoup de discussions. Alors, un papa quand même enfant caché et j'adore ces planches qui correspondent assez bien au roman sur le portrait que vous avez justement retrouvé dans une cachette, mais aussi une façon de cacher les choses, de mettre dans des boîtes comme des poupées russes mais cachées. Avec le recul, qu'est-ce que c'est que d'être la fille d'un enfant caché? Et voilà. Enfin, pardon pour la question un peu générale, mais à quoi servent les cachettes? À se protéger. Voilà, les cachettes servent à se protéger. Alors il y avait toutes sortes de cachettes qui avaient différentes fonctions. Donc il y en avait une par exemple qui était donc dans le secrétaire, le secrétaire là, il y avait l'enveloppe, la fameuse enveloppe. Ma mère l'a sortie de ce secrétaire. Voilà. Dans le couloir, il y avait des espèces de cachettes, de trappes dans les placards. Et donc là, c'était tous les papiers importants. Il y avait un faux livre dans la bibliothèque de mes parents. Donc là, c'était tous les bijoux. Voilà, il y avait une alarme évidemment parce que on n'était quand même pas encore assez protégés. Et donc, non, oui, les cachettes, c'était. Puis il y avait la planche à découper, bien sûr. C'était de la survie. Enfin, je pense que pour mon père, c'était voilà. Alors évidemment, vous parlez beaucoup de votre père, mais c'est votre maman qui vous donne l'enveloppe. Est-ce que vous voulez en parler aussi un peu plus de votre maman? Alors oui, bien sûr. Alors ma mère, je le dis dans le livre, mais bon, je le répète, il n'y aurait pas eu de livre sans ma mère. Ça c'est certain. C'est-à-dire que c'est elle qui, elle était dans une position qui était. Alors j'ai pas voulu écrire sur elle parce que je veux pas écrire à sa place et puis parler à sa place. Comme mon frère d'ailleurs, enfin je veux dire, voilà, c'était vraiment un livre au jeu, mais c'est sûr que la position de ma mère était très délicate parce qu'elle était à la fois la femme de cet homme-là, donc qu'elle a aimé et respecté dans ses secrets, et je pense que pour mon père que ses secrets soient dévoilés, c'était une angoisse absolue, et je pense que vraiment c'était un truc de survie viscérale chez lui, donc elle ne pouvait pas le révéler et elle ne pouvait pas nous le révéler, c'était à mon père de nous le dire, mais en même temps elle savait très bien qu'il fallait qu'il nous en parle pour autant. Donc elle a été dans cet équilibre comme ça un peu précaire pendant toute la vie de mon père. Et par contre, dès que mon père est mort, là, tout de suite, elle a ouvert la voie. Tout de suite. Parce qu'elle m'a donné les lettres, parce qu'elle a passé le Kaddish à l'enterrement. Enfin, faut se replacer. C'est quand même passer le Kaddish dans une église catholique. Enfin, voilà, elle a fait un faire-part dans lequel elle a expliqué que mon père, les parents de mon père n'avaient pas eu de tombe. Enfin, elle nous a ouvert la voie.
Le livre, c'est un peu... Ah oui, je voulais aussi... peut-être, j'ai dit que je le repousserais au maximum, mais peut-être que vous me parliez des 4 grands-parents quand même, parce qu'on les évoque pas du tout, ça, ce serait étrange. Tant pis, vous, si vous n'avez pas lu le livre. Mais voilà, je voulais ça rejoint le titre, en fait, La promesse. En fait, j'ai 4 grands-parents parce que donc, quand les Pierre Delattre et Kogan et Frita étaient très amis parce que Pierre était lui-même peintre et qu'il faisait de la peinture avec Kogan, mais c'était surtout l'amant de ma grand-mère. Voilà, c'était une liaison qui a duré très longtemps. Et de son côté, mon grand-père paternel, Kogan, a eu une liaison très brève et très intense avec une femme juste avant de se faire arrêter, qui s'appelait Madeleine Livet. Voilà. Et Madeleine et Pierre ont fait la promesse à mes grands-parents biologiques que s'il leur arrivait quelque chose, ils élèveraient mon père et qu'ils l'élèveraient comme si c'était leur fils. Et voilà ce qu'ils ont fait. Et donc, ils se sont mariés, Pierre et Madeleine se sont mariés après la guerre pour élever mon père. Voilà. Et donc, c'est une histoire magnifique parce que ça n'a jamais été un vrai couple charnel et que mon père a été le centre de leur vie. Voilà. Et pour vous, donc, je me demandais quand est-ce que vous avez su que l'enquête était finie. Vous avez ouvert les lettres, vous avez trié, et quand est-ce que vous vous êtes dit je vais écrire et quelque part l'enquête... elle est peut-être pas encore finie en fait. Alors je me suis jamais dit que j'allais écrire. Non, vraiment pas. Ça, c'est mon éditrice de chez Robert Laffont que je connais depuis très longtemps et qui m'entendait parler de cette histoire depuis longtemps, qui voyait à quel point c'était une histoire difficile pour moi, qui me disait mais quand même faut que tu l'écrives. Alors je disais non, je sais pas écrire, moi je sais pas du tout mon métier d'origine. Donc elle m'a dit mais tu dois bien écrire des tout petits textes. J'ai dit oui, effectivement, j'écris des tout petits textes quand vraiment je peux pas faire autrement, quand ça doit jaillir quoi. Et elle m'a dit envoie-moi ces petits textes. Et donc, je lui ai envoyé mes petits textes. Il devait y en avoir 3 ou 4. Elle m'a dit, mais c'est bien, continue, voilà. Et donc, je ne lui ai envoyé que des petits textes. Et puis, en parallèle de ces petits textes, il y a des choses qui se sont dénouées. Et ça, j'ai eu beaucoup de chance. Et je pense que j'aurais essayé d'écrire ce livre 20 ans plus tôt. J'aurais pas eu la même chance. C'est-à-dire que je crois que certaines personnes que j'ai rencontrées étaient dans la même situation que moi, de la même génération, avaient aussi envie de solder le passé de leurs parents ou grands-parents. Et en fait, on commençait à ouvrir les voies, à poser des questions, à rendre public des documents. Enfin voilà. Et donc j'ai eu des hasards en fait par exemple le meilleur copain de Kogan, Zelman Olszakowski, avec qui il partageait un atelier. Un jour, je reçois un appel et puis c'était son petit-fils, qui en plus est historien. Donc il m'a quand même beaucoup aidé. Enfin voilà, c'était des choses comme ça. Une dame qui vivait au coin de la rue, parce que vous l'avez compris, les lieux sont très importants. Elle vivait au coin de la rue et puis un jour elle appelle, elle me dit est-ce que vous avez un rapport avec les Delattre Kogan, parce qu'il y avait eu un historien des Juifs de Seine-et-Marne qui avait déjà publié sur le fait que Kogan et les 2 familles étaient liées. Et c'est grâce à elle et grâce aux lettres qu'elle m'a données que j'ai pu reconstituer toute l'histoire de l'arrestation, par exemple. Donc voilà, j'ai eu aussi beaucoup de chance dans mon... Voilà. Et j'ai envie de vous poser la question de la génération d'après. Vous dites beaucoup de gens de votre génération ont eu envie de solder le passé, mais qu'est-ce que ça fait pour la génération d'après que l'histoire... que la promesse soit connue, que le secret soit révélé. Et que... Vous voulez dire pour celle de mes filles ou pour, Oui, pour vos filles, et puis des générations d'après qui vous diraient... Mes filles, je pense qu'elles sont très contentes, parce que je pense que elles en ont un peu soupé et du livre et de la Shoah d'une manière générale. Donc je pense qu'elles sont contentes. Et puis moi, ce qui était... Elles m'en parlent pas beaucoup parce qu'elles sont pas non. Alors la grande, elle pourrait un petit peu, mais
la plus jeune de mes filles qui a 12 ans, bon, elle n'est pas encore dans le... Voilà. Je pense que... Après, moi, je voulais pas que ça incombe à mes enfants. C'était la promesse que je m'étais faite, parce que un jour, vraiment, je me suis réveillée au sens propre, et je me suis dit, mais quand mes filles seront adultes, cette histoire aura 100 ans. Elles ne peuvent pas vivre avec ce poids-là, comme j'ai vécu avec ce poids-là, alors que j'avais toujours l'impression que j'étais pas dans mon époque, parce que j'étais très habitée par la guerre. Et je me suis dit, mes filles peuvent pas porter ce poids-là. Et donc, je leur dois ce livre, en fait. Voilà. Et ça marche. Bah, ça marche. J'espère qu'elles seront plus détendues avec ça que je ne l'ai été. Et vous, Julia, du coup, mettre en image cette histoire de transmission, qu'est-ce que c'est pas léger non plus comme rôle. Non, c'est pas léger. C'était une chance extraordinaire et j'en suis très très reconnaissante. Et c'était aussi un moment très difficile parfois. J'ai travaillé 10 mois sur les dessins et je sais qu'au mois de août, j'éclatais en larmes partout. J'allais à la bibliothèque, j'éclatais en larmes. J'allais au supermarché, j'éclatais en larmes. Et les gens étaient heureusement très, très gentils avec moi. Mais on a tous lu des livres sur la Shoah, j'imagine, et ça dure 10 heures. 20 heures, on y passe une semaine, 2 semaines, mais de travailler sur ça tous les jours, du matin au soir, 8 heures, 10 heures. Et ça fait vraiment... C'est comme si on adoptait cette famille-là. Et le fait même que c'était possible, qu'on pouvait venir chez des gens et détruire leur maison, prendre leurs proches, ça devenait presque une réalité pour moi à la fin. Et donc là, je suis bien contente que ce soit terminé, même si c'était un moment important pour moi personnellement. J'avais envie de terminer par une dernière question. Vous parliez d'adopter. Votre père a été adopté. Il y a beaucoup d'amour avec cette adoption aussi. Voilà, j'avais envie de poser cette question de, malgré les circonstances, cet amour de Pierre et Madeleine pour votre papa. Bah oui, ça il y a certainement eu énormément d'amour. Alors Pierre et mon père avaient des relations plus, enfin ils s'aimaient énormément, mais c'était une communication plus heurtée, je dirais. Madeleine et mon père, Madeleine je pense qu'elle a investi mon père comme elle a, enfin. Comme elle a aimé son propre père, c'est-à-dire qu'il a été vraiment le prolongement de son père et sa source de vie, très, très, très clairement. Voilà. Et puis Pierre a quand même... Moi, je trouve que Pierre, c'est quand même une figure extrêmement forte, parce que c'est un homme qui a tout sacrifié pour tenir une promesse. En fait, il a dû c'était un enfant qui venait d'une famille extrêmement aisée, qui avait jamais dû travailler, qui était rentier, qui était là, qui faisait de la peinture. Bon, et puis il se retrouve avec cet enfant après la guerre, adolescent, pas facile. Il a dû travailler, il est devenu commerçant. Je pense que c'était pas quelque chose qui le réjouissait. Il a abandonné la peinture. Enfin. Il a quand même tout sacrifié pour lui, puis il lui a tout donné. Il nous a tout donné. Voilà. Commencer par notre beau nom. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être je vais me permettre d'ouvrir les questions au public. Oui, c'est sur les cachettes. Alors, si votre père était un enfant caché, il était lui-même aussi dans une cachette. Et ben, c'est ce que montrait Yael, et c'est la planche qu'a fait Julia non, c'est celle avec les au stylo bille, les planches de Jacques. Les planches, voilà. Ça.
Bah voilà, oui, il a été caché à plein d'endroits différents. Donc il a été caché d'abord chez une amie de mes grands-parents, ensuite chez une deuxième amie de mes grands-parents, ensuite il a été caché dans une école catholique où je pense que c'est là qu'il a changé de nom pour la première fois, et puis ensuite Madeleine, qu'il ne connaissait pas, l'a récupéré sur un quai de gare et l'a emmené avec elle en Auvergne, où il a passé toute la fin de la guerre, et ils sont rentrés à Paris après la libération de Paris, quoi, en septembre 1944. Voilà. Bonsoir. Le nom Mandelstam est bien sûr très, très connu. Y a-t-il un lien avec le poète russe Ossip Mandelstam? Et non. Non. Okay. Non, parce que j'ai recherché, mais non. Alors j'entends qu'il y a eu il y a des promesses à différents niveaux ou différents moments de l'histoire. Est-ce que vous avez fait une promesse à vos filles? Ah oui, j'ai fait une promesse à mes filles quand elles sont nées. J'ai fait 2 promesses. J'ai fait une promesse à mon père de ne pas révéler cette histoire. Je ne l'ai pas tenue. Et j'ai fait une promesse à mes filles. C'est dans le prolongement, c'est que elles sauraient d'où elles venaient. Voilà. Sauraient d'où elles venaient. Qu'est-ce que j'ai dit? Elles sauraient d'où elles venaient. Voilà. Merci Sophie. Moi, je voudrais déjà dire à quel point je trouve que c'est très très réussi graphiquement. Hein, c'est magnifique. On a juste eu le temps de survoler l'ouvrage. On avait lu avec beaucoup d'intérêt au musée votre texte. J'ose pas dire votre roman parce que c'est pas tout à fait un roman. Alors, Sophie Andrieux tout à l'heure évoquait le pont de fer à Melun. Ce qui nous a beaucoup intéressé ici, peut-être je reviens juste un instant dessus parce que je pense que c'est intéressant pour le public, c'est que ça s'inscrit dans une histoire de très longue durée en fait pour le musée, puisque on pourrait dire que la première étape c'est le don par Ariel Fenster, le fils de Hersch Fenster, de l'ensemble des archives de son père Hersch, des archives de la publication de nos artistes martyrs. Unsere Vereinigten Künstler, si vous me pardonnez mon très mauvais yiddish, publié en 51 à Paris, à 350 exemplaires en yiddish. Donc un ouvrage sur 84 artistes, une sorte de tombeau de papier, de livre du souvenir sur les artistes que Fenster avait connus à Paris et qui sont morts en déportation ou qui sont morts de mauvais traitements, ou pas soignés, comme ça a été le cas pour Soutine, ou qui se sont suicidés, comme Georges Cars. Et pendant une vingtaine d'années, nous n'avons rien fait de ces archives parce que l'occasion ne nous en a pas été donnée. Et puis, juste avant le Covid, Chagall, Modigliani, Soutine, Paris pour école. Et puis l'expo est retardée. Et pendant qu'elle est retardée, nous avons le temps de faire traduire l'ouvrage. Et vous allez voir où je veux en venir. Et dans cet ouvrage, il y a Isaac Kogan, votre grand-père. Mais nous ne connaissions pas encore Marie Delattre. Enfin, pas tous. Parce que Marion Bunon, notre secrétaire générale, la connaissait. Mais c'est un hasard. Mais il y a beaucoup de hasard dans tout ça. Je ne fais pas le lien. Mais à l'époque, elle ne fait pas le lien, précise-t-elle. Et puis, donc, nous arrivons à publier le livre en français chez Azan. Vous l'avez peut-être vu. En tout cas, il est à la librairie. Un des enjeux de la publication, c'est de passer du noir et blanc à la couleur. Et donc, à ce moment-là, on est en contact avec vous et vous nous prêtez le portrait de votre père, enfant, qu'on a vu à l'écran. Et puis, la promesse n'a pas encore été publiée. On est en 21, la promesse est publiée en 23. Et là, nous réalisons que vous êtes la petite fille de Kogan en vous lisant. Ce qui est tout de même assez étonnant. Et puis, quelques mois après, passe en vente publique Le Pont de Fer à Melun. Et on ne connaît pas la provenance, et dans ces cas-là, on n'achète pas. Mais comme on a pu discuter avec vous, et c'est une belle histoire, je trouve,
on a pu l'acheter avec votre assentiment, j'ai envie de dire, bien que ça soit peut-être un tableau spolié, on ne sait pas. Mais on s'est dit que plutôt que de le laisser circuler sur le marché de façon non identifiée, il valait mieux qu'il soit dans une collection publique. Et puis si un propriétaire peut démontrer, enfin peut se prévaloir de ce tableau et nous dire que c'est à lui qu'il a été spolié, enfin les descendants, les ayants droit, évidemment dans ce cas-là, on fera en sorte de le rendre. Et comme ça, Is McCogan est dans les collections publiques. Voilà. Et donc c'est une assez, il y a un lien en fait très fort entre votre histoire et dans la longue durée l'histoire du musée. Voilà, je voulais raconter cette histoire. C'est pas indifférent pour nous que vous soyez là ce soir. Alors moi j'ai une question, c'est que j'ai lu le livre quand il est sorti, donc mes souvenirs sont un tout petit peu estompés et j'ai pas eu le temps de me rafraîchir la mémoire en lisant le roman graphique, mais j'ai pas le souvenir en vous lisant des raisons pour lesquelles votre père vous fait cette révélation et cette promesse paradoxale qui est, tout en vous donnant, enfin en vous racontant son origine d'enfant caché et le fait que Delattre n'était pas son nom, en même temps il vous interdit de le répéter. Ouais, c'est ma mère, en fait. Ma mère qui est psychanalyste, c'est important, lui a dit, tu sais, alors elle marchait sur des œufs comme ça, et puis elle lui a dit, tu sais, ils finiront bien par le découvrir, mon frère et moi, finiront bien par le découvrir par eux-mêmes. Donc tu devrais leur en parler. Et donc, bon, mon père a dit, ok, bon, très bien. Donc il nous a invités au restaurant, chacun notre tour, pour nous raconter effectivement ses origines et le fait que ses parents étaient morts en déportation et le fait qu'ils étaient juifs. Mais tout de suite, il m'a dit, bon, bah, je te le dis, mais en fait, voilà, c'est dit. Mais tu ne le dis à personne. En fait, il l'a vraiment dit parce qu'il se sentait obligé. Voilà. Mais pourquoi le cacher ? Parce qu'il avait très peur. Parce qu'il avait très peur que ça recommence. Parce qu'il avait construit toute sa vie sous une autre identité. Il était persuadé que la France était et resterait un pays extrêmement antisémite. Il avait très peur. Puis il avait très peur pour nous. Voilà, il avait peur que en fait, c'était vraiment si je ne vous dis rien, il ne vous arrivera rien. Voilà. Donc, voilà. Il y avait à la fois sa propre terreur d'enfant, à l'idée que ça recommence et que ça nous emporte. Et en même temps, je disais, bon, bah, le silence est une manière de les protéger. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est très intimidant. Moi, j'aurais une question, mais elle est un peu personnelle, donc vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Donc, vous avez découvert que vous êtes juif par votre père, donc au moment assez jeune, puis après, vous êtes revenu sur cette histoire. Quel est votre lien aujourd'hui à la judéité, ou qu'est-ce que vous transmettez à vos filles ? Vous transmettez cette histoire, d'accord, mais au niveau plus largement de l'identité juive, est-ce que... Alors, avant d'écrire ce livre, j'étais très intéressée et interdite dans le même mouvement par la religion juive et par la culture juive. Voilà, je voulais prendre des cours de yiddish. Enfin, c'était quelque chose qui me travaillait beaucoup. Je voulais que ma fille, ça je l'écris, ma fille aînée, ait un prénom qui puisse être un prénom d'Europe de l'Est, enfin juif. Après avoir écrit ce livre, je suis beaucoup plus à ma place avec ça. Donc, on a fait le choix, mais c'est aussi parce que mon conjoint, il est lui-même, il est à la fois catholique et à la fois protestant. Donc, c'était bon, ça faisait beaucoup. Et donc, on a fait le choix de pas élever nos filles dans
d'élever nos filles de manière totalement œcuménique. Et puis, en se disant, par exemple, autour du baptême, etc., parce qu'en fait, on a une culture familiale catholique, du coup. Parce que moi, j'ai été baptisée et tout. Enfin, voilà, j'ai vraiment... qu'elles choisiraient, si elles avaient envie, plus tard, vers quel chemin elles voudraient aller. Donc ma fille aînée a décidé, mais à 14 ans, de se baptiser et la religion catholique est importante pour elle. Et la petite, pas du tout. Voilà. Donc, Merci. Si. Je voulais juste quand même ajouter, parce que c'est important, parce que on le repère en entendant Julia parler, mais en fait, ce qui était très important pour moi aussi dans ce livre, c'est que c'est un livre européen, parce que Nicolas Beuys est belge, Julia est allemande, et donc je suis française, et ça avait beaucoup de sens, surtout avec ce qui se passe actuellement, voilà, je trouvais que c'était un beau symbole et je voulais le faire, l'évoquer. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.